Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Lorraine Facianel, ancienne juriste reconvertie en coach en images haute en couleurs et formatrice. Avec énergie et sourire, Lorraine va nous parler de son parcours, du lien entre notre style vestimentaire et notre identité personnelle et de l'impact des remarques et commentaires sur notre apparence. Et attention, spoiler alert, nous vous annonçons également un projet que nous avons en commun avec Lorraine et nous espérons vraiment qu'il vous plaira. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut Lorraine, bienvenue dans Mots de Psy. Salut Perrine. Alors déjà, je pense qu'on ne te connaît pas encore dans mon audience. Est-ce que du coup tu peux te présenter ? Oui, alors donc je m'appelle Lorraine, je suis coach en images, formatrice et influenceuse engagée dans la mode éco-responsable. J'ai été dans une première partie de carrière juriste en droit du travail donc pendant 10 ans. Et je me suis reconvertie il y a bientôt 10 ans, donc en 2014, dans le domaine du vêtement, dans le domaine de l'identité vestimentaire, justement, qui va être notre sujet d'aujourd'hui. Donc dans la mode consciente, parce que j'étais convaincue que la fast fashion n'est pas une bonne chose ni pour la planète, ni pour l'épanouissement personnel, puisque c'est une fast fashion qui nous fait consommer de façon massive, collective, un peu tous la même chose, donc il n'y a plus vraiment d'expression vestimentaire. Donc voilà, donc je crée du contenu sur ces sujets-là. Je forme des futurs coachs en images qui vont faire le même travail que moi avec ma méthode pour accompagner les femmes, ou les hommes d'ailleurs. Moi je suis ciblée sur les femmes, mais en tout cas on accompagne les gens à se sentir mieux dans leurs vêtements, mieux dans leur corps, à travailler sur leur identité vestimentaire pour qu'ils gagnent confiance en eux et qu'ils avancent dans leurs projets en étant complètement alignés de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, donc je forme aussi les gens à ce métier. Et puis quoi d'autre ? J'accompagne en coaching les personnes donc, qui ont besoin d'aide, qui se sentent à un moment donné à côté de leur pompe, comme on pourrait l'imager. Voilà, dès lors que la personne a des complexes, se sent tout simplement pas bien dans ses vêtements, que son armoire lui semble en décalage avec elle-même, avec sa personnalité, on peut les aider à se reconnecter pour que enfin elles se sentent mieux, qu'elles achètent aussi en conscience. Le but c'est d'avoir une garde-robe finalement qui ait du sens pour soi et aussi qui soit durable donc pour la planète. Et finalement, c'est économique, c'est écologique et c'est ce que j'appelle la mode consciente. Alors justement, tu nous dis que le style vestimentaire, du coup, peut être lié à la confiance en soi. Alors on est dans une société qui peut-être considère le style vestimentaire comme quelque chose de superficiel, alors que toi, tu l'associes vraiment à une identité et à du coup, la confiance en soi. En quoi, pour toi, le style vestimentaire peut avoir un impact sur comment on se sent à l'intérieur ? Oui, le style vestimentaire pour moi ce n'est pas du tout secondaire comme on peut l'imaginer, notamment dans notre culture française. L'image de soi, l'extérieur et l'intérieur sont complètement intimement liés, sont absolument pas dissociables. On est un tout, on est intérieur, on est extérieur.
Je veux dire, on peut pas séparer les deux comme on a eu l'habitude de le faire, de se dire oui, c'est l'intérieur qui compte avant tout, qui est le plus important, voilà. Alors effectivement, de l'intérieur, tu vas dégager des choses vers l'extérieur. C'est justement ça le truc, c'est que c'est pas dissociable. C'est que si tu te sens mal dans ta peau, tu vas dégager forcément extérieurement une énergie et une image de quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui a quelque chose de négatif en elle ou qui est pas bien. Ça va se dégager de toi, donc on va le voir extérieurement. Si au contraire tu te sens plutôt épanoui, bien dans ton corps, bien dans ta vie, tu vas forcément dégager une lumière, une énergie positive que les gens vont percevoir de l'extérieur à travers ton image. Donc l'image que l'on renvoie, elle est forcément reliée complètement à ce que l'on vit à l'intérieur de soi, à l'état d'esprit, à son humeur, à ce que l'on est en train de vivre. Voilà, les moments de vie qui sont difficiles, forcément on ne va pas rayonner la même chose que pendant les moments de vie heureux. Donc ça, c'est une première chose. Donc on voit bien que les deux sont absolument liés et pas dissociables. Tout à fait. Et après, le vêtement, c'est un petit peu la continuité de qui l'on est, puisque on a d'abord notre enveloppe corporelle, qui est notre première maison, et puis après l'enveloppe corporelle, le premier habitat, et d'ailleurs le mot habit vient du mot habitat, c'est que qu'est-ce qui va nous protéger, qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir chez nous, chez soi, qu'est-ce qui va venir nous envelopper et protéger cette enveloppe corporelle, c'est l'habit, c'est le vêtement. Et donc, quelque part, si on ne veut pas vivre tout nu, on va faire un choix de voir qu'est-ce qu'on se met sur le corps. Et si ce choix, il est fait d'une manière finalement inconsciente, un peu à l'aveugle, où on prend un peu n'importe quoi pour s'habiller, ou pour faire comme les autres, ou pour suivre une tendance, ou pour se formater à un code, un moule attendu par un environnement, une éducation, un environnement familial, un environnement de travail, si on se colle à quelque chose qui est attendu de nous, mais qui n'est pas vraiment nous, on va forcément à un moment donné avoir quelque chose qui n'est pas relié à soi et qui va grincer et qui va nous faire sentir mal. Le vêtement, il est posé sur nous, c'est difficile de dire que c'est superficiel à partir du moment où c'est quand même là au quotidien sur soi et que ça nous lâche pas. On nous voit, on va nous associer finalement à ce vêtement. Et donc si ton intérieur et ton extérieur sont pas en phase, à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui va être en dissonance et qui va nous poser problème, soit par rapport à l'image que l'on va renvoyer aux autres, mais surtout par rapport à soi-même. Avant de penser à l'image qu'on renvoie aux autres, c'est d'abord est-ce que nous, on se sent déjà bien avec ce que l'on a choisi de se mettre sur le corps. Oui, tout à fait. Moi, je le remarque au cabinet, et c'est aussi ça qui m'a amenée à faire ta formation, parce que j'ai fait la formation de Lorraine de coach en image. En fait, ce que j'ai remarqué au cabinet, c'est que quand on fait un travail intérieur avec les personnes, souvent, à la fin de l'accompagnement, on voit justement la différence à l'extérieur. Énergétiquement, les personnes viennent avec une autre énergie, une posture différente, mais aussi parfois des vêtements différents, peut-être parfois plus de couleurs, peut-être un style vestimentaire plus affirmé. Et c'est là aussi qu'on voit que le travail a fait effet et que la personne a changé. C'est génial. Du coup, tu vois l'évolution psychologique de la personne aussi extérieurement à travers son évolution vestimentaire. Ouais, tout à fait. Et justement, même à l'inverse, tu vois, dans la dépression, l'un des signes, qui n'est pas le seul, mais l'un des signes, c'est aussi comment la personne a changé physiquement. Alors, on parle plus d'hygiène, plus de soins de soi. Quand on est en dépression, on peut manquer d'hygiène et de prendre soin de soi. Mais du coup, ça peut aussi se traduire certainement par le style vestimentaire. Exactement. En réalité, l'intérieur et l'extérieur sont tellement reliés que à partir du moment où ton état d'esprit change, ton allure va changer. Ce que tu vas porter va changer, puisque
notre humeur va beaucoup nous influencer à porter telle ou telle chose. Très souvent, quand on va être d'une humeur à vouloir se replier sur soi, à vouloir rester dans sa bulle, à ne pas avoir envie d'aller rencontrer les autres, parce qu'on a besoin de se recueillir pour X raisons, on va peut-être s'enfermer dans des couleurs un peu plus sombres, peut-être un peu plus dans du noir. Peut-être on va avoir à ce moment-là envie d'être moins voyant, moins remarqué, et donc d'aller vers des vêtements peut-être plus simples, moins affirmés, moins colorés, etc. Alors que quand on va être dans des périodes avec une humeur qui va être différente et qui va être plus ouverte à la rencontre, plus joyeuse, on va avoir peut-être aussi cette envie du coup d'oser avoir des vêtements qui vont être finalement qui vont refléter notre état d'esprit à ce moment-là et qui vont être peut-être plus affirmés, peut-être plus originaux, peut-être un peu plus fantaisie, etc. Inversement, la chose marche dans le sens contraire, c'est-à-dire que si on se sent pas bien à un moment donné, le fait de se forcer et de se dire allez, je suis pas de bonne humeur, je vais essayer de me pimper un peu, je vais essayer de me faire un peu jolie, etc. et de me faire une jolie tenue, même si je suis pas d'humeur. Le fait de se booster, à se dire allez, je fais quand même un petit effort, ça va nous mettre, bim, dans un état d'esprit meilleur en fait. C'est comme si y avait un impact en posant la chose à l'extérieur de soi, le vêtement de l'humeur qu'on aimerait avoir, eh bien ça va venir nous la créer. C'est un peu comme se dire fake it until you make it. Je vais incarner ce que je voudrais être. Donc si j'ai envie aujourd'hui d'être de meilleure humeur, je suis vraiment de sale humeur, mais j'ai pas le choix aujourd'hui, il faut que j'aille rencontrer des clients, il faut que je sois agréable, accessible, accueillant, et je vais faire fake it until you make it. Je vais mettre les vêtements qui vont me donner de la confiance, de la bonne humeur, des imprimés, des couleurs que j'associe moi dans ma tête au côté chaleureux, etc. Et ça va m'aider à l'incarner et à le vivre et à le diffuser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, puisque c'est le pouvoir du vêtement ou de la tenue ou de ce que l'on pose sur soi qui va avoir le pouvoir de nous faire changer d'état d'esprit, de mood, par cet effet finalement qui vient du cerveau, qui nous fait switcher. Et ça, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et en fait aussi, le vêtement, c'est aussi notre identité. En fait, je le vois aussi au cabinet quand j'ai des personnes, alors en général c'est souvent des femmes, c'est vrai, qui sont en transition de vie, alors que ce soit des femmes qui sont devenues des mères, des femmes qui se sont séparées. On fait le travail intérieur bien entendu, et puis à un moment donné on arrive à parler de style en fait. Elles se sentent plus vraiment en accord avec leur style vestimentaire, elles ont envie de s'affirmer d'une autre manière. Est-ce que toi ça tu peux le remarquer par exemple dans tes coachés? Est-ce qu'ils viennent pour ça, pour arriver à avoir une transition de vie? Enfin, est-ce que c'est corrélé à leur transition de vie? Est-ce qu'ils te le partagent? Oui, la question de l'identité vestimentaire, elle est souvent essentielle et au cœur d'une démarche de coaching. Très souvent, quand les personnes viennent me voir et souhaitent un accompagnement, c'est parce que effectivement, elles ont eu cette sensation de se perdre à un moment donné et de se demander, mais en fait, qui je suis ou comment je pourrais mieux retrouver qui je suis ou mieux affirmer qui je suis. Et très souvent, ce sont des périodes effectivement de transition de vie importante où peut-être les personnes ont eu la sensation de s'être un peu éloignées d'elles-mêmes ou de s'être un peu égarées et de se dire mais finalement, qui suis-je ? Finalement, qu'est-ce que j'aime ? Et très souvent, c'est cette espèce de perte de repère dans des périodes comme une période d'après-divorce, une période où les enfants sont grands, donc maintenant je reviens à moi et je m'aperçois que je ne sais plus trop qui je suis et que je ne sais plus trop ce que j'aime et que je me suis oubliée après avoir passé des années à élever mes enfants. Ou alors des périodes de grands changements professionnels, par exemple passage du salariat à une création d'entreprise, ou alors des changements importants de poste ou de responsabilité. Et donc du coup, à la fois la personne, elle veut
endosser ce nouveau rôle, mais en même temps, elle veut pas non plus perdre complètement son identité. Et du coup, se pose la question, oui, mais je vais avoir des responsabilités, ou je vais prendre tel poste, ou je vais changer complètement de voie professionnelle. Donc finalement, comment je fais pour rester toujours moi, mais prendre quand même cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre dans ma nouvelle vie, comment l'endosser, comment le vivre aussi à travers ma tenue vestimentaire. Et donc souvent, les gens ont tendance finalement parfois à se perdre dans tout ça et à se dire mais je sais plus trop en fait finalement qu'est-ce que j'aime, qui je suis, parce que ce moment de transition il est très déstabilisant et du coup on va s'essayer à des choses sans trop savoir et c'est là où on fait des erreurs parce qu'on va se dire bah oui mais comme je vais avoir un poste à responsabilité il faut que j'affirme du pouvoir, il faut que je montre que je suis la boss, etc. Donc je vais m'habiller en working girl, sauf que peut-être que le style un peu working girl ne te correspond pas du tout au fond et c'est là où tu vas peut-être te perdre aussi pendant cette transition parce que tu vas aller vers des choses que tu estimes être l'image idéale de ce vers quoi tu veux aller, mais qui au final ne sont pas complètement reliées à qui tu es. Et donc moi je vais les aider à trouver cette reconnexion à soi pour finalement faire les bons choix en conscience et déjà qu'on se sent plus complètement en lien avec son identité, ne pas aller se reperdre sur autre chose. Je pense que c'est hyper important de repartir en fait sur des bonnes bases. Donc on retravaille sur la personnalité de la personne et on va aller décrypter le fond du fond de finalement qui elle est, qu'est-ce que raconte son enfant intérieur. Et ensuite on va pouvoir envisager cette transition-là et voir qu'est-ce qui correspond le plus à son être. Et c'est ça en général qui va faire qu'on va pouvoir plus facilement après être aligné avec soi-même et en confiance pour endosser une nouvelle fonction ou démarrer un nouveau chapitre dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel. Ouais, tout à fait. Et tu vois, moi, du coup, je l'ai expérimenté pendant la formation parce que quand j'ai fait la formation, j'étais enceinte. Donc j'ai fait la formation pour un aspect professionnel et puis en fait je me suis rendu compte aussi que ça m'avait apporté quelque chose personnellement parce que quand t'es enceinte t'as ton corps qui change, donc du coup tu t'habilles un petit peu avec ce que tu peux, ce que tu trouves et dans quoi tu rentres encore, et puis avec aussi des fringues de grossesse qui sont pas forcément ton style vestimentaire habituel. Et comme du coup t'es en pleine transition identitaire, qu'il y a cet aspect où tu te sens pas vraiment à l'aise ou pas totalement habituel avec ton corps ni avec tes fringues, ben il y a un côté qui s'est joué là-dedans où je sentais vraiment que je me perdais un peu en fait dans cette identité parce qu'il y a des choses qui changent dans ton corps, dans ton style et puis des choses qui changent concrètement aussi dans ta vie. Et en fait, le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir, je pense, un style vestimentaire plus affirmé, qui me correspond beaucoup plus que ce que j'ai pu être avant, mon style vestimentaire avant la grossesse. Et en tout cas, un style vestimentaire qui se rapproche de ce que j'étais, mais plus osé et plus affirmé. Et je pense que c'est aussi la personne que je suis devenue, la personne que j'étais, qui était déjà quand même affirmée. Mais là, je suis encore plus, le fait d'être mère, ça se transmet dans mon style vestimentaire où je suis plus osée et plus affirmée. Vraiment, mon entourage aussi le remarque. Ça, c'est génial. C'est effectivement la démarche et le résultat qu'on cherche à avoir quand on accompagne effectivement nos coachés, c'est de faire qu'elles sentent à la fin qu'elles osent plus, qu'elles se sentent plus ancrées finalement dans leur être profond et qu'elles ont finalement acquis une certaine confiance et qu'il y a moins de doutes, moins d'hésitation, elles savent un peu mieux finalement ce qui leur correspond vraiment. Et elles vont plus se poser des questions sur oui mais j'aime ça aussi et puis j'aime ça aussi mais du coup pourquoi moi quand j'essaye ça me va pas. En fait elles comprennent mieux pourquoi il y a des choses qui sont faites pour elles et d'autres qui sont tout simplement pas faites pour elles parce qu'on n'est pas faites toutes pour porter les mêmes choses, sinon on serait tous les mêmes personnes, on aurait tous les mêmes personnalités, on serait tous des clones, on aurait les mêmes identités, sauf que c'est pas le cas, on est tous des êtres uniques, donc forcément il y a des choses qui résonnent avec soi et il y a des choses qui résonneront mieux chez les autres. Et il faut pas chercher à vouloir absolument
faire comme les autres ou parce qu'on aime bien le style de quelqu'un d'autre, essayer de l'adopter parce que ça va pas forcément marcher sur nous-mêmes en fait. Et le travail qu'on fait effectivement dans ces périodes, notamment les personnes qui viennent nous voir, elles sont effectivement dans ces périodes de troubles d'identité, on va dire. Alors ça peut paraître un peu bizarre de parler de troubles d'identité, mais finalement on le vit tous à un moment ou un autre, ce trouble d'identité, parce qu'on se cherche finalement un peu toute la vie. On apprend à se connaître toute la vie, donc c'est finalement la quête d'identité, c'est une quête qui ne se termine jamais vraiment et qui se déroule tout au long de notre existence, puisque à chaque fois qu'on va apprendre, faire des expériences, vivre tout simplement, on va se découvrir encore et encore sous d'autres aspects. Donc la quête d'identité n'est jamais terminée, mais au moins le fait de bien connaître d'où on part, qui est l'enfant intérieur, il y a un espèce de socle, un espèce d'ancrage qui est quand même solide et qui permet de se construire une identité vestimentaire qui, même si elle va évoluer encore dans le temps, elle va quand même être conscientisée, mieux comprise et du coup mieux ciblée, notamment quand on va faire des achats, et aussi elle va pouvoir s'affirmer plus facilement dans le temps puisqu'on sait d'où on part. Alors que quand on ne sait pas d'où on part et qu'on ne sait plus qui on est, qu'on ne sait plus ce qu'on aime, qu'on s'est perdu dans toutes les influences, on essaye plein de trucs et en fait on ne comprend pas vraiment pourquoi on fait tel ou tel choix et qu'on achète juste des choses parce qu'on les voit passer sur internet ou parce que c'est tendance ou parce que c'est joli, sans vraiment y trouver une explication, une raison, un lien profond. En fait on continue finalement de se perdre après toute la vie en continuant de cette façon-là. Et là, ce que tu exprimes, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir fait ce travail-là, tu as posé ton socle, tu as posé une base qui peut s'affirmer, qui va continuer de se développer, de s'enrichir, mais au moins, tu n'es plus sur un espèce de socle bancal ou un petit peu qui bouge et qui est un peu sur la sellette et qui, un peu hésitante. Tu es beaucoup plus ancré pour pouvoir ensuite enrichir ce style avec le temps quand tu vas continuer de te découvrir et de développer ta quête d'identité. Tout à fait. Et est-ce que toi, tu as des retours de tes clientes justement après votre coaching sur le long terme? En fait, est-ce qu'elles te font un retour de l'impact que ça a pu avoir sur leur personnalité ou certaines choses dans leur vie, le fait d'avoir travaillé sur leur style vestimentaire avec toi? Les clientes me font pas mal de retours effectivement sur la suite, des retours aussi qui mûrissent avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a un premier retour à chaud qui est déjà la conscientisation de ce qui se passe en elles, de réaliser finalement qui elles sont vraiment, de mettre le doigt sur des choses qu'elles n'avaient pas forcément vues comme ça ou qu'elles n'avaient pas réalisées finalement. Donc il y a ça à chaud qui va se produire, c'est que ah oui tiens, j'avais pas pris conscience que ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et qui est finalement plus important que ce que je pensais et que cette partie-là de moi elle a besoin de s'exprimer et que je l'avais peut-être pas laissé suffisamment, je lui avais pas laissé suffisamment de place pour s'extérioriser. Donc elles vont prendre conscience de ces choses et du coup s'autoriser. Donc déjà dans un premier temps, il va y avoir ce truc où elles s'autorisent enfin à se dire mais oui je suis comme ça et j'ai le droit de le montrer et ça va c'est comme ça que je suis et finalement autant que je le vive et que je l'assume complètement parce que y a pas de mal à être comme on est et si c'est ma personnalité, si c'est une part de ma personnalité, autant l'exploiter et autant la faire vivre. Et puis après, dans la durée, j'ai aussi des retours à froid, à des temps un peu plus long terme, où elles vont me dire que ça a encore mûri, que les choses ont encore mûri dans leur tête, dans leur ressenti, et que elles s'affirment de plus en plus, qu'elles réalisent encore de nouvelles choses. Il y a des conscientisations qui font leur chemin et qui aboutissent à encore de nouvelles prises de conscience, à encore de nouvelles autorisations ou peut-être de nouvelles libérations qui vont se produire dans la durée parce que tout ne peut pas se faire comme ça directement
tout de suite après un accompagnement de coaching parce qu'il y a des choses qui mettent le temps à être digérées, à être intégrées. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui est intéressant dans le coaching en image approfondi, contrairement à un relooking qui va être de courte durée, qui va être un petit peu one shot. C'est que le coaching en image, il va vraiment avoir des effets sur le long terme et qu'on va avoir des libérations qui vont se faire vraiment encore pendant des mois qui suivent. D'accord. Et est-ce que du coup, parce que quand on change de style vestimentaire, c'est quelque chose qui se montre à l'extérieur, donc il faut aussi assumer le regard des autres parfois sur ce changement, radical ou pas, de style vestimentaire. Est-ce que tu as des retours peut-être sur tes clientes qui ont eu des remarques, positives ou négatives d'ailleurs, sur leur style vestimentaire qui a changé ? Oui, les avis qu'on peut se faire sur les gens par rapport à leurs apparences, alors ça c'est encore des questions effectivement qui peuvent se poser. À la fois pendant la période de coaching, elles peuvent raconter des moments de vie où elles ont eu des remarques et où elles se retrouvent pas dans ces remarques, c'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir des gens qui disent ah t'as l'air comme ci ou t'as l'air comme ça, et là on se dit mais bon sang, c'est pas du tout l'image que je pensais renvoyer, ou c'est pas du tout comme ça que je me vois, ou c'est pas du tout comme ça que je suis, que je me reconnais. Et donc avoir ce retour là de la part des autres, on se dit y a un problème, pourquoi est-ce que les autres ils me sentent comme ça, pourquoi les autres me voient comme ça, et ça peut être hyper déstabilisant, hyper malaisant de se dire finalement, il y a un problème là aussi au niveau de l'identité, c'est-à-dire que je ne me perçois pas comme les autres me perçoivent. Et c'est vrai qu'en coaching, on démarre toujours aussi par cette observation de perception. Est-ce que la façon dont je me vois et la façon dont les autres me voient est à peu près cohérente ou pas, sachant que ce qui est également attendu par les autres n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir comment les autres nous perçoivent, l'impression que l'on donne. Ça peut être intéressant de l'analyser ou de la recevoir pour se dire tiens, c'est marrant, je donne cette impression-là, alors que pourtant je ne suis pas du tout comme ça. Je donne l'impression d'être peut-être froide ou pas accueillante, alors qu'à l'intérieur de moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de chaleureux. Donc là, on peut se poser des questions. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'après, dans le monde du travail, les remarques, donc elles ont bon train. Ah voilà, c'est ça, je cherchais l'expression. Elles ont bon train. Les remarques, elles ont bon train. Dans le monde du travail, c'est quelque chose qu'en France, on a un petit peu normalisé. En France, oui, malheureusement, c'est pas forcément en plus des remarques positives. C'est-à-dire qu'il y a certaines cultures où dans le monde du travail, les remarques vont être assez enthousiastes, vont être assez positives, ou alors on n'en fait pas, j'ai envie de dire. Mais les remarques sur l'apparence, dans la tenue vestimentaire, dans le milieu du travail en France, les remarques sont souvent négatives. Il y en a des positives, heureusement, bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup des négatives, et on en a beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de personnes qui, pendant les coachings ou des abonnés sur les réseaux sociaux, qui font part des remarques sur le lieu de travail qu'elles ont pu avoir, et des remarques qui sont souvent quand même assez dures, assez négatives, sur pourquoi t'as mis telle chose, pourquoi t'as mis telle couleur, pourquoi dis donc aujourd'hui tu t'es pris pour je sais pas qui, voilà, bon, il y a plein de remarques, alors sur le ton de la blague, et c'est là où on s'est posé la question toutes les deux, puisque du coup on travaille sur ce sujet-là, puisqu'on a envie de proposer une formation sur ce thème de la tolérance des apparences. Pourquoi est-ce que en France, sous couvert de la blague, on va se permettre un certain nombre de remarques qui, sous l'angle de l'humour, vont pas paraître si négatives que ça, mais qui, au fond, quand tu creuses, c'est pas sympa du tout, quoi, en fait. C'est t'as mis le manteau du lutin du Père Noël. Ah dis donc, tu t'es coiffé avec une dynamite ce matin, ou t'as l'air fatigué parce que t'as eu le malheur ce jour-là de pas être arrivé maquillé. Voilà, il faut toujours que les gens aient quelque chose à dire sur de quoi t'as l'air, à quoi tu ressembles, et souvent on se scrute
le matin, de la tête aux pieds, on scrute les collègues. Enfin, je sais pas, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Dans le monde du travail en entreprise, souvent, il y a un peu une espèce de scanner, pas seulement en entretien d'embauche, mais aussi tous les jours quand tu arrives au travail, tu passes au scanner de ah tiens, t'as vu Martine, comment elle est habillée aujourd'hui c'est limite, hein. Et puis ils vont se critiquer ça par derrière. Et puis parfois, ça va être les remarques directes, sous couvert, encore une fois, de ce pseudo-humour qui n'en est pas vraiment un. Pardon, pas de liaison. Oui, c'est vrai. Et comme on le disait en fait tout à l'heure, le fait que le style vestimentaire soit identitaire également, et ben du coup les remarques vont toucher la personne, comme si on critiquait une partie de sa personnalité. Donc ça a un impact psychologique important en fait de critiquer la personne sur son style vestimentaire. Ça va vraiment avoir un impact important. Et justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un aspect qu'on est en train de travailler dans cette formation pour faire prendre conscience de ce qui se joue sur le style vestimentaire, ce qui se joue dans les remarques, comment minimiser ça et comprendre aussi l'impact que ça peut avoir, parce que des fois on peut faire des remarques et pas forcément avoir conscience que ça peut avoir un impact sur la personne à qui on a fait cette remarque. Oui, je pense qu'effectivement, les gens qui font des remarques sur l'apparence vestimentaire ou l'apparence tout court de l'autre n'ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir. L'impact psychologique, qui est absolument pas anodin, puisque, comme tu l'as dit, c'est vrai, le vêtement fait partie de l'identité vestimentaire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le soi, il est composé de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, en gros, l'être, il n'est pas que interne, esprit, intelligence, cerveau, cœur. Il est aussi chair. Et il est aussi, l'être, il est incarné dans une chair. Donc, extérieurement, on existe. On a un corps, on a une façon d'être, on a une façon de se tenir, on a une façon de parler, on a un timbre de voix et on a aussi une façon du coup d'habiter les vêtements, de se créer une allure et ça fait partie de l'identité complètement globale en fait, ça fait partie de l'identité globale. Donc quelqu'un qui fait des remarques sur quelqu'un d'autre négatives ou sur le ton d'un pseudo-humour, mais qui derrière, en réalité, c'est un pic bien pas sympa, la personne, elle ferait mieux de réfléchir, tourner sa langue 7 fois avant de parler, parce qu'en fait, elle n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Moi, j'appelle ça une micro-agression qui finalement est normalisée dans la culture française parce que soi-disant dans la culture française c'est l'apparence vestimentaire, c'est superficiel, c'est pas important et donc on se permet de faire de l'humour souvent négatif sur l'apparence des autres et pourtant derrière il y a réellement une possibilité de blesser la personne très, très en profondeur. Ça peut réveiller chez la personne des sources de souffrance qu'elle a pu avoir en rapport à son corps, en rapport à son identité globale, à sa confiance en soi, à son estime de soi. Et du coup, vous n'imaginez jamais quelles conséquences cela peut avoir derrière quand on va faire un pic sur l'apparence. Même si on se le veut, on se dit que c'est sur le ton de l'humour, réfléchissez toujours avant de faire ça parce que ça va beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Moi, j'aime bien dire que l'habit, l'allure globale, c'est notre premier habitat. Et donc, quelque part, venir faire une micro-agression liée à l'apparence de quelqu'un, c'est une sorte de cambriolage psychologique. Parce qu'on vient finalement agresser, on vient casser quelque chose que l'autre avait peut-être pas vu de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, si je m'habille de telle ou telle façon, ou que je me sens, j'ai l'impression d'avoir telle ou telle allure, mais que l'autre me casse tout ça en me disant non mais en fait c'est moche, c'est vraiment moche comment tu t'habilles, c'est affreux, ou c'est non mais là t'as l'air d'un clown, ou t'as l'air de ceci ou t'as l'air de cela. Si la personne elle s'est jamais sentie comme ça, vous allez lui briser quelque part l'image qu'elle avait elle-même de sa propre identité. Tout à fait. Et donc on vient quelque part faire une sorte de cambriolage psychologique puisqu'on vient lui briser quelque chose qui est de l'ordre de l'intime
Et je pense qu'on ne doit pas sous-estimer le lien profond et le lien intime qu'il y a entre la psychologie de la personne et le vêtement qu'elle pose sur son corps. Là, tu vas me dire, toi, avec ton regard de psychologue, justement, jusqu'où ça peut faire mal et jusqu'où ça peut blesser d'aller toucher un sujet de l'apparence sous le couvert d'une critique rigolote ou humoristique. Qu'est-ce que ça peut venir toucher en profondeur ? Ça peut toucher énormément de choses, notamment du fait, parce qu'on parle d'apparence vestimentaire, de style vestimentaire, mais l'apparence, c'est aussi la forme de notre corps, la taille, les rondeurs, la maigreur, les cheveux, la couleur de peau, tout ce qu'il y a autour de notre corps, en fait. Et ça a un impact, comme tu le disais, bien entendu, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Ça peut aussi avoir un impact psychologique sur les émotions, sur le stress, l'anxiété, parfois amener des troubles du comportement alimentaire. Ça peut vraiment aller loin, un repli sur soi, un isolement social beaucoup plus important que juste dans la sphère professionnelle. Donc oui, ça a un impact psychologique très fort. Oui, tout à fait. C'est ça, et on ne sait jamais en plus, quand on se permet de critiquer quelqu'un sur son apparence, qu'elle soit vestimentaire ou corporelle, il faut bien se dire qu'on ne sait jamais ce que la personne a pu vivre dans sa vie, comme trauma ou comme perturbation en rapport avec son corps, son rapport corporel ou à travers son rapport à son apparence. On ne sait pas ce qu'elle a pu vivre avant. Effectivement, si une personne a eu des troubles du comportement alimentaire ou si la personne a eu une enfance difficile avec de la violence corporelle, par exemple, déjà le rapport au corps, il va être compliqué. Donc, je pense que le rapport au corps, il est tellement intime et tellement délicat que des remarques sur l'apparence vont aller toucher des choses qu'on sous-estime la plupart du temps. On sous-estime le poids et l'impact d'une flèche envoyée sur un sujet de l'apparence, même si ça vous paraît minime, même si ça vous paraît que un petit pic rigolo, que c'était pas méchant, que c'était pour rire. En fait, sur ce sujet-là, on peut pas considérer qu'on peut réellement rigoler parce que vous ne savez jamais ce que la personne a pu vivre derrière dans son rapport corporel ou dans le rapport à son apparence. Donc faites toujours attention, c'est un sujet sur lequel on ne doit pas aller effectivement venir s'immiscer, on doit respecter le choix finalement, le choix vestimentaire ou le choix de style, mais aussi respecter tout simplement l'apparence qui n'a pas été choisie, parce que je ne choisis pas d'avoir les cheveux bouclés, je ne choisis pas d'avoir les yeux marrons ou les yeux bleus, je ne choisis pas d'avoir un grand nez ou un petit nez, je ne choisis pas d'être petite, d'être grande, d'être plus ou moins gros. C'est des choses qu'on ne choisit pas forcément. Donc à quel moment on va venir dire à la personne « Ah, t'as vu oui, je suis au courant, je sais que j'ai pas un visage de poupée Barbie. Oui, je suis au courant, je sais que j'ai pas un corps de poupée Barbie, t'as pas besoin de me le dire. » Oui, c'est sûr. Après, là, il y a d'autres aspects un peu plus inconscients et d'autres biais qui rentrent en jeu, qui font que parfois on se permet des choses où on va avoir un jugement, un préjugé sur une personne, mais totalement inconsciemment en fait. Donc voilà, justement, c'est des choses qu'on va aborder pendant la formation, parce que dans l'entreprise, notamment, en tout cas, c'est sur cet aspect-là que dans notre formation, on va travailler. Dans l'entreprise, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion, mais en fait, on a fait le constat que l'inclusion, ça part déjà, si on commençait déjà par l'apparence, en fait, par tolérer nos apparences. Ça permettra aussi de travailler sur l'inclusion globale, parce que quand on parle d'inclusion, on parle beaucoup d'handicap, de religion, d'âge, etc. Mais tous ces aspects-là ont aussi un impact sur l'apparence, et c'est notre premier constat et sur le quoi on va travailler et aborder durant la formation. Exactement, cette formation donc, qu'on veut proposer aux entreprises sur le sujet de l'inclusion, elle nous apparaît fondamentale aujourd'hui, puisque c'est la base, c'est le socle un peu de ce qui n'existe toujours pas, à savoir commencer par l'essentiel qui est de tolérer déjà l'apparence des gens, la diversité des apparences, qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous le même style vestimentaire.
Et que donc, respecter déjà les identités, respecter les différences corporelles et ne pas aller alimenter des critiques, des biais, justement, ne pas aller alimenter des biais qui viendraient nous faire juger les personnes sur leur apparence, prendre et conscience, nous faire prendre des décisions aussi. Voilà, prendre conscience que parfois on est influencé par ces biais liés à l'apparence, qu'on va juger la personne, voire prendre des décisions par rapport à son apparence, parce qu'on est conditionné à penser que une personne qui a tel ou tel type de style ou tel ou tel type de corps, on est conditionné à penser qu'elles vont être moins performantes, moins compétentes, moins sérieuses, moins professionnelles. Le fait d'associer une personne qui s'habille très colorée à une personne qui est moins professionnelle, par exemple, c'est un biais inconscient. Et toutes ces choses, le fait d'en prendre conscience et de ne plus alimenter cette façon de penser, cette façon de raisonner un petit peu ce réflexe, je dirais, parce que c'est même pas un raisonnement, c'est une sorte de réflexe qu'on peut avoir. Le fait d'en prendre conscience et de ne plus alimenter ces réflexes-là et d'être sensibilisé sur ces sujets, ça permettra d'être plus tolérant, de respecter plus la diversité des uns et des autres et de commencer l'inclusion déjà par ce côté-là. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut parler d'inclusion en entreprise et penser à être inclusif sur des grosses problématiques comme le handicap, etc., ou comme la diversité raciale, si déjà à la base, on n'est même pas fichu de tolérer diverses singularités corporelles ou diverses singularités identitaires. Si un des collègues est un peu plus excentrique ou un peu plus fantaisiste, si une autre est plus sobre, si une autre ou un autre est plus à une identité plus artistique ou peu importe, chacun va avoir ses singularités propres. Si on n'est pas fichu déjà d'accepter qu'on puisse être tous différents, comment on peut après accueillir correctement des personnes qui ont vraiment des handicaps, des problématiques qui sont encore plus poussées, si déjà on ne le fait pas à la base pour nos collègues sur un plan qui est déjà tout simple, qui est le fait que on est tous différents et uniques. Donc on commence par là. C'est déjà ne plus alimenter les critiques sur l'apparence d'autrui. Et ensuite, on pourra imaginer qu'on soit vraiment inclusif avec des personnes d'origine différente, avec des personnes qui ont des handicaps. Je pense que l'inclusion, elle doit s'envisager de façon globale, de façon à 360 degrés. On ne peut pas juste focaliser sur certains éléments de l'inclusion et puis à côté de ça, vivre des micro-agressions au quotidien sur « Ah, t'as vu Martine comment elle est habillée ? Ah, puis t'as vu l'autre, il a grossi. Ah, puis t'as vu le collègue, la mère machin, elle a pas l'air bien en ce moment, elle doit faire une déprime. Hein, t'as vu, là, elle se laisse un peu aller, machin. » C'est pas sous cet angle-là qu'on devrait traiter l'apparence en entreprise. Oui, tout à fait. Pour aborder en plus, pour déjà faire des formations sur l'inclusion, effectivement, l'apparence est un sujet que je n'avais jamais abordé avant, jusqu'à ce que tu me le fasses remarquer et que tu me sollicites pour ça. Et aujourd'hui que la formation est montée, je pense qu'effectivement, c'est le point de départ en fait de ce que je faisais déjà avant. Mais en fait, l'apparence, c'est vraiment le point de départ de l'inclusion. Et justement, comme tu disais, le fait de sensibiliser les personnes sur les biais, sur ce qui se joue, sur, comme tu disais, les biais, ça peut être un réflexe, un petit peu, d'en prendre conscience, de comprendre aussi l'impact que ça peut avoir sur la personne et aussi sur l'entreprise, parce que ça va avoir un impact sur l'entreprise, mais ça, on l'abordera durant la formation. Et ensuite, donner des outils, donner des idées, donner des solutions, en fait, aux entreprises et aux personnes des équipes et aux personnes qui incarnent l'entreprise, va déjà changer beaucoup de choses et ça sera un premier pas vers l'inclusion plus globale. Tout à fait. Oui, ça va être un très beau sujet que l'on propose là aux entreprises. Donc si vous êtes RH, si vous êtes dans la RSE,
si vous êtes en tout cas en entreprise sur ces sujets d'inclusion, eh bien, venez nous voir, faites-nous un petit message, mais on va donc lancer cette formation sous peu. Donc, c'est en cours. Donc, si vous êtes intéressés, ça va être une journée passionnante. Donc, avec le regard, le double regard d'une psychologue coach en image et d'une coach en image ancienne juriste en droit du travail. Donc, on a aussi ces deux compétences complémentaires qui permettent d'avoir un regard aussi sur les risques aussi juridiques que peuvent engendrer les comportements borderline sur les microagressions concernant l'apparence en entreprise. Donc c'est toujours un peu borderline, comme on disait, entre l'humour et finalement le harcèlement. Hein. On est vraiment entre deux eaux et c'est vrai que jusqu'à présent, sous couvert d'un pseudo-humour, c'est en France, ça passe un petit peu comme ça jusque-là, mais dans le futur, ça passera de moins en moins. Donc aujourd'hui, il est important de sensibiliser vos équipes sur ce sujet. Donc venez nous voir, faites-nous un petit message si ce sujet donc de l'inclusion qui commence par la tolérance des apparences, sur le fait que la tolérance grandit dans la différence. Si on veut diffuser un esprit d'entreprise, une valeur d'entreprise qui s'appuie sur l'inclusion, la tolérance, il faut d'abord commencer par le fait d'inclure la différence en entreprise, de la célébrer, de la respecter et de sensibiliser les équipes sur justement le fait d'accueillir ça et de ne plus alimenter des critiques négatives ou des microagressions, des humours borderline sur l'apparence des gens. Tout à fait, et de prendre conscience également des décisions et de l'impact sur l'entreprise que peuvent avoir certains biais psychologiques liés à l'apparence, parce que parfois on prend de mauvaises décisions ou des décisions qui ne sont pas forcément les plus avantageuses pour l'entreprise de par ces biais. Donc c'est ça aussi qu'on abordera durant la formation. Donc comme le disait Lorraine, que vous soyez RH ou dans la RSE ou même salarié, manager effectivement, ou même salarié, et que vous souhaitez en fait être sensibilisé là-dessus, vous pouvez prendre contact avec nous et on vous expliquera les modalités. Et en plus, c'est une formation qui peut être financée par votre OPCO, donc les organismes financeurs des formations en entreprise. Donc voilà, il y a tout un sujet là-dessus, des choses très intéressantes à aborder, à comprendre. Et donc justement, Lorraine, où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi sur ces sujets? Alors, vous pourrez me retrouver donc sur Instagram, sur YouTube, donc soyonselegantes.com, mon site internet, donc soyonselegantes.com. Les comptes Instagram, YouTube, TikTok, c'est Soyons Élégantes. Et vous pourrez aussi me retrouver donc sur LinkedIn, sur mon profil Lorraine Fassianel. Et vous pouvez me contacter pour échanger sur le sujet global de l'image de soi. Si vous êtes intéressé par mes services ou par le sujet dans sa globalité. Et puis sur ce sujet en particulier en entreprise de la tolérance des apparences et sous l'angle de l'inclusion et de la RSE, vous pouvez nous faire un message à toutes les deux sur LinkedIn ou sur Instagram, à Perrine ou à moi, pour nous solliciter pour que l'on puisse intervenir dans votre structure et vous proposer donc cette journée qui nous semble maintenant primordiale à diffuser. Ouais, tout à fait. Bon, voilà. Super, merci beaucoup. Et c'était un plaisir, Perrine, et je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Et puis on se retrouve très vite alors. Et du coup, oui, effectivement, à très vite. Bye bye. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté
et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com.